Rebonjour à tous. Donc voici la suite, la correction de l'activité 2 du chapitre 6. Alors, voici donc un exemple de sélection naturelle réelle et un exemple de dérive génétique réelle. Vous aviez des premiers documents, premier exercice sur la phalène du bouleau. C'est un petit papillon. Alors, les phalènes du bouleau, il en existe, ça c'est la même espèce, et dans cette espèce, il existe deux types, les phalènes de type noir et les phalènes de type blanche. Alors, la première chose qu'on remarque, c'est que les phalènes noires et les phalènes blanches, elles vivent sur des troncs, elles se posent sur des troncs d'arbres, et que, en fonction de la couleur du tronc, certaines formes sont plus repérables par des oiseaux qui les mangent que d'autres. Par exemple, les phalènes noires, elles sont beaucoup plus repérables que les blanches quand elles sont sur des troncs blancs. Donc c'est les phalènes noires qui vont être le plus mangées, le plus prédatées par les oiseaux quand elles sont sur cet environnement. Sur les troncs d'arbres plus sombres, c'est plutôt les phalènes noires qui sont avantagées parce qu'elles se voient moins que les phalènes blanches. Les phalènes blanches, elles sont plus repérables parce qu'elles ont une couleur plus différente de celle du tronc. Alors, ça c'est la même chose. Donc voilà, des phalènes sur un tronc d'arbre sombre, c'est les blanches qui vont être plus repérées par les oiseaux qui sont plus mangées. Là, sur un tronc d'arbre clair, c'est les phalènes noires qui vont être le plus prédatées. L'évolution de ces phalènes, une petite remarque, la couleur des phalènes du bouleau, elle est codée par un gène qui possède donc deux allèles, l'allèle couleur claire et l'allèle couleur sombre. Ce qu'on remarque pour parler d'évolution, c'est qu'entre 1830 et 1950, il y a eu un changement dans la fréquence de ces deux allèles. En 1830, il n'y avait quasiment pas de forme sombre, alors elle devait exister, mais elle était très minoritaire par rapport à la forme claire. Et en 1950, toujours au Royaume-Uni, on voit qu'il y a des zones où c'est les formes sombres qui sont devenues majoritaires et d'autres zones où il reste encore beaucoup de formes claires. Alors, on vous montrait ici, en grisé au Royaume-Uni, que ces zones-là étaient des zones industrialisées, c'est-à-dire des zones où il y avait eu une grande révolution industrielle qui nécessitait donc d'utiliser notamment du charbon, qui faisait de la suie et qui avait tendance à faire noircir les troncs d'arbres. Dans ces zones industrialisées, on voit que ce sont les formes sombres qui sont devenues majoritaires ici, alors que dans les zones qui sont restées rurales, qui sont restées non industrialisées, autrement dit non polluées par la suie, c'est plutôt les formes claires qui sont restées majoritaires. Donc voilà l'évolution de la phalène du bouleau au Royaume-Uni en presque 100 ans. Donc on est passé de presque que des formes claires à une répartition différente en fonction de si on est en zone industrialisée ou en zone rurale. En zone rurale, c'est la forme claire qui est restée majoritaire. En zone industrialisée, c'est la forme sombre qui est devenue majoritaire. Et on vous montrait justement que c'était bien ça, les individus clairs sont restés majoritaires en région rurale, en pourcentage, et les individus sombres sont devenus majoritaires en zone industrialisée. Alors, comment on explique ça ? On explique ça par le phénomène de la sélection naturelle. Si un papillon blanc se trouve en zone industrialisée, il va être plus repérable sur les troncs d'arbres qui ont été noircis par la pollution, donc il sera plus mangé, il survit moins, il transmet moins son allèle. Par contre, en zone industrialisée, les formes sombres, elles, sont avantagées, puisque les papillons noirs seront moins repérés, moins mangés, ils survivent mieux, et ils se reproduisent donc plus et transmettent plus facilement leur allèle aux générations suivantes. Et c'est l'inverse qui se passe en zone rurale. Donc ce que j'aurais aimé, c'est qu'à partir de ces explications, vous puissiez faire un petit schéma fonctionnel en disant en 1830, majorité de formes claires, minorité de formes sombres, puis une flèche pour dire qu'il y a eu deux régions, les zones rurales qui n'ont pas été polluées où les troncs d'arbres sont restés clairs, une zone industrialisée où il y a eu de la pollution, où les troncs d'arbres sont devenus plutôt sombres. Dans les zones rurales, on va dire que la forme avantagée, c'était la forme blanche, qui a été moins prédatée, que la forme désavantagée, c'était la forme sombre, qui a été plus repérée par les prédateurs, et que la conclusion, c'est que la forme blanche a mieux survécu en zone rurale que la forme sombre, et donc devenue majoritaire. En zone industrialisée, c'est l'inverse. Ce sont
les formes sombres qui sont avantagées, puisque moins repérées par les prédateurs, et donc c'est elles qui sont devenues majoritaires. Comme l'évolution n'est pas due au hasard, mais elle se fait en fonction de l'environnement, c'est un exemple de sélection naturelle. Le deuxième exercice que vous aviez à traiter, c'était sur une petite mouche qui s'appelle la drosophile, et on vous racontait qu'il existe un gène BW qui leur donne une couleur à leurs yeux. Et il existe 2 allèles, BW+ pour les yeux noirs et B75 pour les yeux marrons, comme celle-là. On vous racontait aussi, cette phrase était importante, que avoir des yeux noirs ou marrons pour une mouche, ça ne change rien à sa survie et à sa reproduction. Je vais vous demander donc de me dire si les allèles qui codent la couleur des yeux étaient avantageux, désavantageux ou neutres. La réponse est qu'ils sont neutres, puisqu'ils ne confèrent ni avantage ni inconvénient à celui qui le porte. Il a été réalisé une expérience dans laquelle on a constitué 6 groupes de mouches avec 8 mâles, 8 femelles. Donc c'est comme si sur chaque paillasse de notre salle, vous aviez 16 mouches chacun, et qu'on les laissait se reproduire pendant 19 générations. Les 19 générations, elles sont matérialisées ici par l'axe des abscisses. Et donc, au passage, chaque fois, on ne garde que 16 individus. S'il y a eu plus que 16 individus de reproduits, de formés, à la génération d'après, on n'en garde que 16 et on tue les autres. Et on compte chaque fois le nombre de mouches qui a les yeux marrons, autrement dit, on compte combien de fois l'allèle BW75 apparaît. On ne s'occupe pas de l'autre. Ce qu'on voit, c'est que si on prend par exemple la première table qui aurait fait l'expérience, ce serait la courbe bleue, on voit que les mouches aux yeux marrons, elles ont évolué en pourcentage comme ça. Leur allèle a évolué comme ça. La table d'après, l'allèle aurait évolué comme ça. Celle d'après, comme ça, comme ça, comme ça. Ce qu'on voit, c'est que dans ces 6 groupes, ce n'est jamais la même évolution. Il n'y a jamais l'allèle BW75 qui devient majoritaire ou qui devient minoritaire à tous les coups. Ça veut donc dire qu'il y a une notion de hasard, que cet allèle, en fonction de qui s'est reproduit à la génération d'avant et combien de fois, ça entraîne une évolution particulière et qui, encore une fois, n'est que aléatoire, n'est que due au hasard. Comme ces allèles BW75 et BW+ sont neutres et qu'ils évoluent sous l'unique effet du hasard, on dit qu'ils sont soumis à ce qu'on appelle la dérive génétique. Si jamais il y avait été question de sélection naturelle, si l'allèle BW75 avait été un allèle avantageux, on n'aurait vu que des courbes qui ressembleraient à la orange, c'est-à-dire que des courbes où cet allèle serait devenu majoritaire. Mais ce n'est pas le cas. S'il avait été désavantageux, on n'aurait vu que des courbes qui ressembleraient à la violette, où il aurait disparu cet allèle. Ce n'est pas le cas non plus, il y a de tout. Donc ce sont des allèles neutres soumis au hasard, donc à la dérive génétique. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous, et de toute façon on en reparle quand on se voit. Bonne journée.